Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi profond que dérangeant, de la Bible à la Constitution. Deux textes, deux univers, mais une même ambition. Guider l'homme vers la justice, la paix et la dignité. Et pourtant, nos sociétés restent marquées par les conflits, l'injustice et parfois même la violence au nom de ces mêmes valeurs. Alors, où est le problème? Dans les textes ou dans les hommes? Pour en parler, je reçois aujourd'hui le pasteur Gaston Maungu, homme de foi et observateur engagé de notre société depuis la diaspora, depuis Paris. Bonjour, pasteur Gaston Maungu. Bonjour, mon cher Bernardin. Alors, pasteur, si vous deviez résumer en quoi la Bible et la Constitution poursuivent-elles un objectif commun, que direz-vous? Eh bien, la Bible est une constitution, tout comme la constitution d'une politique sociale et globale sont deux guides pour orienter la relation humaine entre les hommes, et toute relation humaine entre les hommes peut aussi être dirigée vers une entité humaine supérieure qu'on appelle Dieu. Donc, la révélation de la parole de Dieu et les promulgations politiques et constitutionnelles constituent en quelque sorte la lumière pour une société, n'importe laquelle, en vue de pouvoir entamer une marche commune dans les relations humaines entre les populations, quelle que soit leur configuration, je dirais, politique et religieuse. Bon, en religion, on peut aussi parler du culte, de l'Église et de la spiritualité. Donc, toutes ces choses contribuent à guider la relation humaine et la rendre fructueuse pour l'épanouissement de tous ceux qui ont besoin de vivre dans une société apaisée, lumineuse, éclairée et profitable. Est-ce que vous diriez que la Constitution est d'une certaine manière une traduction laïque des valeurs spirituelles? Exactement, c'est ce qu'est la Constitution. Parce que nous retrouvons, tant dans la Bible que dans une cité, une nation, les mêmes règles, la même loi et les mêmes ambitions qui sont la paix, la justice, l'épanouissement et le développement. Comment expliquez-vous que des sociétés très croyantes, comme la société congolaise, soient aussi celles où l'on observe beaucoup d'injustices, donc beaucoup de vices? Le problème ne réside pas au niveau du contenu doctrinal, ou dirons-nous le corpus biblique ou le corpus constitutionnel. Tout réside au niveau de l'interprétation. Et l'interprétation est très particulière parce que nous allons distinguer de part et d'autre la même chose. Si nous prenons la Bible, c'est une constitution religieuse et spirituelle. Si nous prenons la constitution d'un pays, c'est une constitution politique, sociale et économique. Alors, pourquoi ce qui est très bien dit peut-il poser de problème? C'est parce que de part et d'autre, nous allons retrouver une loi organique pour la Constitution et nous allons retrouver une loi organique pour la Bible qu'on appelle la doctrine. Et en dehors de la doctrine, nous allons trouver de part et d'autre la réglementation. Donc, vous avez la Constitution, la loi organique et la loi réglementaire. Du côté de la Constitution, donc de la politique, vous retrouvez la parole de Dieu, vous retrouvez la doctrine et vous retrouvez la conduite, c'est-à-dire la guidance du peuple qui suit et la doctrine et la parole de Dieu. L'interprétation, c'est comment est-ce qu'on entre en contact avec cette constituante-là, politique et religieuse. Et comment on la fait vibrer, comment on la fait vivre au niveau de la société. Donc c'est là où se trouve le problème. En réalité, que ce soit la Constitution, elle a pour but de former des citoyens qui comprennent très bien la Constitution, la loi organique et la loi réglementaire.
Et la Bible aussi doit faire la même chose. Il faudrait bien comprendre la doctrine et il faudrait bien comprendre la guidance spirituelle. Ça, c'est le but du livre. Donc, du livre, que ce soit constitutionnel ou biblique, vers l'homme. Mais l'homme vers la Constitution et la Bible, c'est là où il se pose un problème parce qu'il faudrait bien que l'homme ait pu développer une capacité de compréhension, de mise en application, de mise en exergue et de mise en relation de ce qui lui a été prodigué comme loi, tant religieuse que constitutionnelle ou politique. Alors, si je comprends bien, d'ailleurs, tout le monde le sait, quand on parle de Bible, on pense tout de suite à la foi. Et quand on parle de constitution, on pense à la loi. Est-ce que le fait que le vice soit répandu aujourd'hui dans un pays, au Congo par exemple, d'aucuns parlent des antivaleurs. En fait, les antivaleurs, ça ne veut rien dire. Mais par contre, le vice est significatif et signifiant. Donc, que direz-vous à ceux qui pensent que le fait que le vice soit répandu au Congo, cela signifie que la foi est mal comprise ou mal utilisée, s'agissant de la Bible et s'agissant de la Constitution? Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer que la Constitution est mal utilisée ou mal comprise? Exactement, de part et d'autre. Personnellement, dans le sujet que nous sommes en train d'aborder, le vice ou l'apostasie règne parce que l'être humain, qu'il soit en face de la Constitution ou qu'il soit en face de la Bible... Est-ce que vous pouvez être plus explicite quand vous parlez d'apostasie, hein, c'est ça? L'apostasie... pour le commun des mortels, si vous pouvez... expliquer. Voilà. L'apostasie, c'est la défection de la foi. Et donc, quand on parle de l'apostasie, elle doit concerner tant le domaine constitutionnel que le domaine religieux. Pourquoi? Parce que la Constitution nous présente quelque chose de bien, de profitable pour tous. Mais son application n'est pas donnée à n'importe qui. Il doit y avoir une question d'éducation. Il doit y avoir une question de contrôle de l'éducation que nous menons vis-à-vis de la Constitution pour la relation humaine. Et de l'autre côté de la Bible, il doit y avoir, premièrement, par exemple pour la Bible, quelqu'un doit naître de nouveau. Et si la personne est née de nouveau, elle doit être guidée pour aller à la perfection. Donc la véritable compréhension de ce qu'est la Bible, qui est une loi, qui est une constitution religieuse. Le problème que nous sommes en train de montrer, ce n'est pas la Bible qui est mauvaise ou la Constitution qui est mauvaise, mais l'interprétation que nous faisons de la Bible et l'interprétation que nous faisons de la Constitution. C'est pourquoi, de part et d'autre, si les choses ne marchent pas, c'est parce que nous avons deux ennemis. L'homme politique est devenu curieusement corrompu, mal gouvernant, intolérant, injuste. Et de l'autre côté, l'homme religieux et les membres de l'Église ont accepté l'abandon de la foi, donc de la vraie marche, parce qu'ils veulent eux aussi le gain facile, avoir une relation avec un certain Dieu qui enrichit. Or, le Dieu qui enrichit, ce n'est pas celui que présente la Bible, parce que la Bible nous présente un Dieu laborieux. Du début jusqu'à la fin, le labeur est trop important même. Parce que sans labeur, que ce soit spirituellement ou politiquement, on ne peut pas réussir. Donc, la question se pose au niveau de l'instruction religieuse ou de l'éducation constitutionnelle ou politique. C'est à ce niveau-là. Voilà, je vais encore pousser un peu le bouchon pour creuser le problème. Alors, les constitutions. Bon, ici, il s'agit du Congo. La constitution garantit des droits. Mais ces droits, au Congo, sont souvent violés. Et ce ne sont pas les personnalités les moindres qui violent les lois. Cependant, l'anathème est toujours jeté sur les populations, les pauvres populations, la jeunesse. Voilà. Alors,
ce que je voudrais ici savoir, ou ce que les téléspectateurs aimeraient savoir, de votre part, vous qui êtes un homme de foi, où se situe la faille? La faille se situe à deux niveaux. Le premier niveau, la conception de notre constitution. Notre constitution a été élaborée par des hommes instrumentalisés par le pouvoir de la force. Le pouvoir de la force a indiqué les bornes de la rédaction de notre constitution. Je prendrai l'exemple de l'article 96 qui traduit que après les fonctions présidentielles, aucune poursuite possible ne peut être émise à l'encontre du président de la République. C'est l'article 96. Donc, le constructeur et l'élaborateur de cette constitution s'est arrangé de telle sorte qu'il ne puisse pas être poursuivi après sa mandature. In fine, il avait l'idée de mourir au pouvoir, donc vous n'aurez jamais le temps de pouvoir le poursuivre pour les choses qu'il aura bien faites ou mal faites. Donc vous trouvez que le premier problème, c'est l'instrumentalisation de la Constitution faite à la mesure du dictateur qui aujourd'hui est devenu tyran. C'est très important. Maintenant, la deuxième chose, c'est le manque d'éducation politique sur la Constitution de toutes les composantes de notre pays. Vous partirez de la classe supérieure à la classe moyenne et à la classe populeuse. Vous allez trouver que nous ne connaissons même pas notre constitution. Et je vais donner un exemple. Quand nous parlons de la désobéissance civile, on trouve que c'est la guerre, alors que cela fait partie de notre constitution. Quand vous parlez du contrôle citoyen de la société civile, de l'action gouvernementale, on trouve que, ah non, vous êtes en train de toucher au pouvoir du tyran. Mais pourtant, c'est écrit dans la Constitution. Et donc, vous trouvez que la faille réside au niveau de l'homme politique, au niveau de la société civile, au niveau de l'intellectuel, au niveau des indépendants, qui ne parviennent pas à avoir la maîtrise de l'outil constitutionnel pour mettre cet outil-là en application. Et qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit un manipulateur de la Constitution qui est le pouvoir en place. Un autre exemple qui est aussi très important, c'est que nous avons 7 institutions. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire, il y a la presse et les médias, il y a l'administration, il y a la force armée et sécuritaire, il y a la science et les arts. Toutes ces institutions issues de la Constitution ont un pouvoir égal, tout au moins pour les 3 premiers. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et normalement, dans la majorité des pays du monde, c'est l'institution judiciaire qui a plus de pouvoir parce que tout doit passer par le tribunal, que ce soit la haute, la moyenne ou la basique dans le tribunal. Alors, vous allez trouver dans notre pays que c'est plutôt l'exécutif qui est plus fort. Et qu'est-ce que ça fait? Ça affaiblit la Constitution et ça affaiblit l'interdépendance institutionnelle. Dans un pays tel que présenté comme ça, où l'exécutif est plus fort que la Constitution et caporalise et annihile l'interdépendance institutionnelle, nous nous retrouvons dans une tyrannie. Et donc le problème que nous sommes en train de chercher, c'est qu'il n'y a plus de Constitution en réalité. La Constitution devient un outil pour la manipulation tyrannique ou dictatoriale. C'est ce qu'il est en train de se passer dans notre pays. Parce que du point de vue de l'observance ou l'observation de la Constitution, les affaires nationales ne se réaliseraient pas telles quelles. Le PCT et ses apparentés se trouvent en porte-à-faux. Ils sont hors la loi. Quand nous avons une bonne éducation, et donc la faille se retrouve à ce niveau. Donc au niveau de l'instrumentalisation de la Constitution et au niveau du manque d'éducation civique et citoyenne de la population vis-à-vis de la Constitution. Parce que la Constitution, qui devrait être leur instrument de vie démocratique, devient un étranger entre leurs mains. Parce que ce que le peuple congolais retient le plus,
c'est que Sassou qui disent volez comme vous voulez, mais ne touchez pas à mon pouvoir. Alors, politiquement, les gens vont se mettre à combattre le vol et à ne pas toucher le pouvoir. Or, son pouvoir, il est caché quelque part. Il est caché où? Il est caché dans la gestion opaque du PIB national, c'est-à-dire de la richesse du sol et du sous-sol du pays. C'est là où est caché son véritable pouvoir. Donc, il vous draine dans des conflictualités politiques, sociales, éducatives, judiciaires et tout, pour cacher sa véritable puissance, c'est-à-dire la prédation de la richesse nationale et la caporalisation dans le clan biologique et politique de cette richesse-là en faveur de sa présidence à vie. La faille, c'est là où il faut la chercher. Ok, alors donc vous dites que la faille c'est là qu'il faut la chercher. Alors donc vous ayant suivi, ça vient conforter l'idée que je me fais de la gouvernance au Congo ou de l'État, la nature de l'État congolais. J'ai toujours pensé que au Congo l'État a été personnifié et personnalisé. Donc les pouvoirs de l'État sont concentrés sur un homme, autour d'un homme, et pour un homme. Voilà, le chef de l'État, le président de la République, s'est arrogé tous les pouvoirs, et donc il est devenu lui-même l'État. Exactement. Il est devenu lui-même l'État, les décisions viennent de lui, tout vient de lui, les ordres viennent de lui. Du coup, les institutions de l'État ne fonctionnent plus à la régulière. Et donc cela conforte l'idée, certainement, parce que vu le nombre d'années qu'il est là, à la tête du pays, eh bien, cela fait asseoir une certaine culture, la culture de la malgouvernance. Et donc, le problème, en gros, on peut penser, qu'on peut dire que le problème est plutôt de nature, est dû à la mauvaise gouvernance, et puis c'est devenu finalement une espèce de culture qui s'est installée. Est-ce que vous pensez que ça émane effectivement d'une mauvaise conscience individuelle ou collective plutôt des citoyens congolais, de la jeunesse congolaise? Ce que nous devons savoir, c'est que si nous parlons de l'existence d'un État dans notre pays, nous devons reconnaître que nous n'avons pas d'État. En fait, depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu la culture d'un État dans notre pays. Tous ceux qui sont arrivés au pouvoir sont arrivés au pouvoir pour mettre un régime en place. Un régime de pouvoir politique qui ne s'est même pas concentré à pouvoir faire la rupture entre l'administration coloniale ou post-coloniale et l'administration étatique. Pourquoi? Mais parce que l'État n'a jamais été l'objet de leur travail politique. Vous savez, il y a une différence entre la gestion politique d'un pays et la gestion étatique d'un pays. Car dans la gestion étatique, on voit la gestion administrative. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en France. Vous savez vous-même que, je prends un exemple, Marine Le Pen peut dire « Nous allons chasser tous les étrangers ». Politiquement, elle peut le dire. Mais est-ce que administrativement, est-ce que étatiquement, cela est possible? Et vous allez vous rendre compte que quant à rendre cela possible, ça devient quasiment impossible parce que le politique a dit quelque chose, sauf que l'État, lui, il a une évolution qui empêche par exemple que cette chose soit dite. Dans notre pays, si je posais la question aux journalistes, dites-moi, dans la crise actuelle, qu'est-ce que l'État dit de la crise actuelle? Aucun journaliste ne me donnera la réponse pour dire notre administration veut ceci, notre administration est en conflit avec le régime actuel dans tel et tel autre domaine. Donc en réalité, quand ceux qui sont tentés d'observer l'évolution de notre pays en arrivent à ce niveau, eh bien la chose que nous devons retenir, c'est que l'État n'existe pas. L'État n'existe pas signifie que nous n'avions jamais depuis 1960
entamer une activité au travers de laquelle nous devrions mettre en place une véritable administration dite administrative de l'État. Cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est le régime politique. C'est pourquoi tout ce que nous confondons comme État n'existe pas en réalité parce que cela n'a pas de pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir de l'État? Quand on parle de l'État, en dehors des emblèmes et tout, l'État doit avoir une force politique et une force judiciaire. Ce que nous n'avons pas. Et comme nous n'avons pas, eh bien, vous allez voir la traduction de cela. En politique, l'exécutif est plus fort que la Constitution et elle confisque l'interdépendance institutionnelle. Donc, l'État n'existe pas. L'administration n'existe pas. C'est pourquoi tout est centralisé, pas au niveau de l'État, mais au niveau du régime politique. Et les décisions proviennent d'une seule personne. En tout cas, dans le cas de l'espèce, le gouvernement travaille pour... Le gouvernement travaille comme, comment on appelle ça, un speaker de la décision politique d'une seule personne. C'est une caisse de résonance, quoi. Voilà, une caisse de résonance de la volonté de celui qui a le pouvoir à vie. Alors, arrivé à ce niveau, quelle est la problématique? La problématique, c'est que l'État a été remplacé par le culte de la personnalité, qui est le culte de l'incompétence. Or, quand on parle d'État, on parle de compétence. Si vous n'avez pas de compétence, il n'y a pas d'État. Parce que l'État est une organisation des compétences qui traduisent le pouvoir de toute la population dans une circonférence donnée. Et nous n'en avons pas. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Donc, il faut poser les jalons de l'organisation et de l'implantation d'un État ou d'une administration congolaise dans notre pays. Alors donc, si je vous ai bien suivi, vous citez ici, vous mettez le doigt sur l'absence de l'État. Alors, exactement. Un pays sans État, c'est un pays qui est en insécurité. Oui. Mais curieusement, l'homme qui est à la tête de ce pays, le Congo-Brazzaville, n'a jamais cessé de parler de la paix. Alors que, non, pas du tout. Ayant capté tous les pouvoirs, ayant encouragé la prédation, ayant mis en place un système mafieux, hein, vous le dites ici, hein, sur le plan économique. Les ressources sont dilapidées, et ça, vous remettez tout cela en cause. Et ceci nous amène à dire que finalement, à conclure que sur ce point-là, le Congo, la République du Congo, c'est un pays qui est totalement dans l'insécurité. Exactement. Dans l'insécurité, il n'y a pas réellement la paix au Congo. Non, nous n'avons pas de paix dans notre pays. Voilà. Parce que vous avez donc indexé ici, vous avez parlé de corruption, vous avez parlé de l'ego des dirigeants, l'instrumentalisation des pouvoirs. Bon, tout cela dénote que effectivement, c'est un pays qui est finalement de manière permanente en guerre civile. Notre pays n'a pas de paix. Notre pays est en reddition politique. C'est quoi la reddition politique? La reddition politique est l'incapacité d'une population ou d'un peuple de pouvoir se saisir de son pouvoir citoyen et civique et de contrôler l'action gouvernementale d'un régime politique qui règne. Donc, ce qu'il appelle paix est une reddition. La reddition, c'est comme quand on dit « haut la main ». Quelqu'un qui tient une arme blanche ou rouge, qui la balance ou qui la tend contre vous, on appelle ça une reddition, un haut la main. Allez, haut la main. Tu lèves les mains. Les mains levées signifient quoi? Que tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus t'opposer. C'est comme ça que nous vivons. Parce que nous ne pouvons rien dire dans notre pays. Je prends l'exemple de l'abstention que nous avons fait montre le 15 mars 2026. Nous avons fait une abstention alors que quand vous étudiez la loi électorale, en fait, l'abstention pouvait être à 100%, on n'invaliderait pas cette élection-là parce que la loi électorale n'a pas prévu de quota électoral.
Donc, il a tout fait pour que vous n'ayez pas de jalon d'action, de levier d'action. Et en plus, quand on parle de paix dans le pays et que nous disons que ce n'est pas de la paix, c'est de la reddition, mais c'est parce que la force armée et sécuritaire dans notre pays n'est pas une force armée sécuritaire nationale. C'est une force armée sécuritaire qui est une milice du pouvoir à vie du tyran. Lorsque je parle, je pèse mes mots, même s'il faudrait prendre beaucoup de temps pour l'expliciter, mais on essaie de faire un effort pour que les gens comprennent. Nous n'avons pas de sécurité parce que la sécurité que nous avons appartient à celui qui a un pouvoir à vie. Ce pouvoir-là, tant qu'il n'est pas un pouvoir et qu'il demeure être un pouvoir à vie, nous ne pouvons pas avoir de sécurité. Et donc, ce qu'il appelle paix, c'est quoi? La capacité de tétaniser la politique, la capacité de tétaniser la population et permettre aux investisseurs internationaux de venir investir dans le pays. Le pays va connaître une croissance économique dont les bénéfices n'appartiennent pas au pays, mais appartiennent aux investisseurs internationaux ou étrangers qui sont venus dans le pays. Et la population, elle, est dans la pauvreté, l'indigence exsangue. C'est ça qu'on appelle la reddition politique, économique, sociale, éducative, disons la reddition nationale. Lui, il appelle ça la paix. Et donc, il a la capacité de pouvoir prouver ça à l'extérieur, que lui, il est l'homme des actions concrètes, l'homme des masses. Mais en réalité, il a développé un système qui a commencé depuis Marien Ngouabi, lequel système avait été décrié par Ange Bidier Diawara. L'obumétrie, l'oligarchie bureaucratique, militaro-tribaliste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons en face de nous une oligarchie. Il faut opposer une démocratie. Or, c'est quoi l'oligarchie? C'est la centralisation à outrance de la démocratie. Et quand il y a centralisation à outrance de la démocratie, il y a autoritarisme et donc tyrannie. Cette oligarchie qui existe dans notre pays est bureaucratique, donc elle est démagogique. Elle ne fait que parler, elle n'a pas d'action. Elle n'a pas d'implication économique, sociale, éducative. Il n'y a pas d'émancipation qui est produite par cette gestion-là. C'est pourquoi l'administration n'existe pas. Eh bien, c'est militaire, exactement, parce que dans notre pays, l'armée est à genoux. Même pas le véritable statut de l'armée, c'est que, notre armée n'existe plus, c'est devenu une milice. Et ça, vous pourrez ne pas le comprendre, mais comprenez-le, parce que rien que la configuration de notre armée, nous avons entre 50 et 40 généraux, dont la moitié des généraux est de la tribu Moshi. Je dis bien, la moitié des généraux dans notre pays, s'il y en a 40, donc 20, est d'une seule tribu Moshi. Le reste des 20, vous allez retrouver 16 dans la configuration nordiste, c'est-à-dire les régions du nord ou les départements du nord. Et au sud, vous retrouvez seulement 4. Alors que normalement, au sud de notre pays, il y a 3 quarts de notre population qui existe. Au nord de notre pays, il y a 1 quart. Mais le nord du pays a 95% de généraux par rapport au sud du pays qui en a 5%. Donc vous comprenez que le pouvoir est bien militaire et tribaliste. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut opposer tout simplement à l'oligarchie la démocratie, à la bureaucratie le développement économique, à la militarisation, il faut opposer la démilitarisation politique, où la politique ne doit pas être faite par le corps militaire, mais plutôt par le civil. Et le tribalisme doit être remplacé par le nationalisme. C'est-à-dire quoi? Ce n'est même pas un effort que nous allons faire, parce que normalement, nous, la population, on n'est pas tribaliste. On n'est même pas tribalisé. Mais c'est le pouvoir en place qui fait miroiter une quelconque guerre sourde entre le nord et le sud, et entre les tribus.
Nous avons 56 tribus qui s'entendent très bien dans notre pays, il n'y a pas de conflit là-dessus. Mais le pouvoir en place tribalise tout cela, n'est-ce pas, pour créer ce qui lui fait vivre au pouvoir, c'est-à-dire une chimère, que moi j'appelle l'apartheid sassoïste oyocrate. Et je développe très bien mes mots dans des grands ouvrages que je publie pour que les gens sachent que les mots que je prononce sont argumentés. Et c'est la réalité que nous avons sur place. Donc, voilà ce qu'il se passe sur ce domaine. Très bien. Voilà, vous avez été vous êtes allé chercher dans le tréfonds de notre société. De notre société, et je suis donc certain que nos compatriotes qui nous regardent, qui vous suivent, arrivent à toucher du bout des doigts la réalité du pays. Alors, vous aurez remarqué entre-temps que le monsieur dont nous parlons, celui qui fait fonction de l'État aujourd'hui, celui qui a capté tous les pouvoirs de l'État, il a réussi à soumettre toutes les institutions du pays. Il a fait même base sur l'armée, vous venez de le dire, l'armée est devenue politisée, ce qui fait qu'elle est devenue une milice. Elle est devenue une milice. Il a fait même base sur toutes les institutions. Depuis quelques années, il a commencé à faire du charme, des actions de charme, une démarche de charme vers l'Église, auprès de l'Église. Et aujourd'hui, on constate quoi? On constate que finalement, les religieux traînent les pas. Je ne sais pas s'ils ont pris peur ou s'ils ont pris fait et cause de la démarche du tyran. Alors donc, vous allez me le dire, est-ce qu'il est interdit, est-ce que la Bible ou la doctrine de la foi interdit à un religieux de faire de la politique, de prendre place dans la cité, voilà, d'accompagner le peuple, sinon de guider le peuple. Quand je dis ça, je pense à Desmond Tutu, qui était aussi un religieux du côté de l'Afrique du Sud. Je pense à Martin Luther King. Les deux Martin Luther King. Les deux. Il y a Martin Luther King, l'allemand. Voilà, et puis le junior. Hein, et puis le Martin Luther King américain. Voilà. 5 siècles après. Exactement. Et puis, lorsque de l'autre côté, la Lèche Walesa menait son combat, on a vu le pape Jean-Paul II qui avait soutenu le combat des ouvriers. Solidarność. Solidarność, voilà. Et donc, ça montre quand même que, il y a quand même des précédents. Qu'est-ce que vous pensez de ce flirt entre l'Église et le tyran? Qu'y a-t-il entre entre eux? Parce que le tyran arrive même à financer l'Église. Il a construit, je crois, un bâtiment là-bas qu'il avait fait don. Il en a construit au nord, il en a construit en Filou. Voilà. Et tout cela, ce sont des opérations de charme. Et est-ce que l'Église, est-ce que vous avez là-dessus quelque chose à dire à l'Église, ou du moins, quel rôle concret les leaders religieux doivent-ils jouer aujourd'hui? Il n'y a pas matière de considérer que l'Église n'a pas droit de s'impliquer dans la politique. Franchement, si vous voulez que nous avancions dans ce domaine, nous allons purement et simplement nous tromper. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons remarquer une chose. Un grand établissement de la communication dans notre pays est dirigé par un prédicateur, Yves Castano. Le ministre de la communication de notre pays est un évangéliste. Je crois bien Ibombo. Et celui qui s'occupe de la coordination de l'action des communications est un pasteur. Donc nous nous retrouvons ici avec 3 potentats qui sont dans la politique et qui sont des pasteurs. Alors, à partir de quoi des têtes peuvent-elles dire que l'Église ne doit pas faire de la politique, alors qu'en réalité, l'Église fait de la politique et pire, l'Église fait de la tyrannie. À
partir du ministre de la Communication, de Yves Castanou, et de l'autre. Donc, ils font de la politique du pouvoir en place. Donc, ce sont des hommes de Dieu tyranniques. Donc, ils sont félatés, corrompus, apostats. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, un serviteur de Dieu doit toujours être du côté du peuple. Parce que le peuple est majoritaire dans une nation. Donc, il y a plus d'âmes à conduire dans la justice, à conduire dans la bienfaisance, dans le vivre ensemble, dans la paix, que la partie des dirigeants dans un pays, n'importe lequel. Et donc, nous devrons remarquer qu'aujourd'hui, depuis toujours, je dis très bien, depuis la mort du cardinal Émile Biayenda, dans notre pays, toutes les religions font allégeance au pouvoir en place. En enlevant les 2 ans et demi de Joachim Yombi Opango, nous nous retrouvons donc avec l'Église qui fait toujours allégeance à une seule personne, Denis Sassou Nguesso, parce qu'il en a fait déjà 42 ans. Vous comprenez? Alors, à quel moment avons-nous essayé de vivre un semblant de liberté de l'Église dans notre pays? C'est quand la démocratie a été installée avec l'élection de Pascal Lissouba. Durant ces 5 ans, l'Église a été à sa place. Sinon, avant les 13 ans de Sassou I et les 29 ans de Sassou II, l'Église est complice du pouvoir tyrannique. Partant de cela, j'ai publié 2 ouvrages. Celui-ci, vous pourrez lire pour les spectateurs le titre. Voilà, ici donc j'ai un ouvrage donc, qui porte le titre de... enfin c'est un ouvrage justement produit par le pasteur Castor Maungu. Le titre c'est « Que l'Église s'indigne de l'État congolais ». Voilà. Que l'Église s'indigne de l'État congolais. Donc, voilà. C'est le fondement. Je vais vous montrer ici, c'est plus clair, voilà. Que l'Église s'indigne de l'État congolais. Voilà. Donc, ça, c'est la version congolaise de cette problématique. Okay. Le centre ou la base de cette problématique. À votre niveau, en tant que pasteur, en tant qu'homme de foi, en tant qu'un politique aussi, vous êtes un politologue, quel est le message que vous pouvez adresser à cette jeunesse qui a besoin d'espérance? Eh bien, à notre jeunesse, la première des choses que je voudrais leur dire, c'est qu'il est temps d'embrasser l'article 15. L'article 15, c'est une manière dont Pépé Kalé Yampanea, un éléphant de la musique de la RDC, a exposé à la réalité sociale en RDC qui est la même en République du Congo, notre pays. C'est-à-dire qu'il faut se débrouiller. Débrouillez-vous pour vivre. Ça doit être la première information que je voudrais lancer à notre jeunesse. Parce que nous n'avons pas encore réussi d'étrangler la tyrannie et que la tyrannie continue à voler et à réaliser la prédation de nos richesses, eh bien vous devrez embrasser un mouvement inverse au mouvement que la tyrannie emploie à nous mettre en place. C'est-à-dire travailler votre retour en campagne, ce qu'on appelle l'exode urbain. Il est très important, au moment où nous exportons beaucoup de produits alimentaires, c'est-à-dire que nous avons la capacité d'avoir chez nous de l'argent pour acheter de quoi nous nourrir, il est important que vous embrassiez, n'est-ce pas, les postes d'agriculture, de culture vivrière et même de l'agroalimentaire avec tant soit peu d'intelligence et de la coopération avec, par exemple, nous qui sommes ici en Europe, en France, en Amérique, nous pourrons entamer de réaliser les petites et moyennes entreprises au niveau agricole parce que le marché est là. Donc, il faudrait savoir que engorger Brazzaville et Pointe-Noire n'est pas une bonne attitude pour celui-là qui voudrait s'émanciper alors que nationalement, l'émancipation n'est pas encore là. Donc, il est temps de savoir que le moment où vous allez faire le retour dans l'arrière-pays,
vous allez embrasser les travaux champêtres, l'élevage, la pêche. Vous pourrez faire ce retour-là pour revenir un peu beaucoup plus en force, parce que vous devrez apprendre à vous prendre en charge avant que les politiques nationales ne soient mises en votre faveur. Parce que ne continuez pas de demeurer dans les villes engorgées, sinon, c'est la boisson, l'oisiveté, les femmes ou les hommes, vous allez vous trouver le derrière pour de l'argent, vous allez vous corrompre comme le pouvoir en place est en train de le répandre dans ces grandes villes. Ils vous font entrer dans les occultismes et les obscurantismes pour finir par vous dénaturer humainement parlant pour quelques miettes qu'ils vont vous tendre. Donc, commencez à prendre votre propre responsabilité pour créer vos propres emplois. Parce que le fait qu'on avait la tendance de tout attendre à la fonction publique, en fait, c'était une chimère là aussi. C'était une utopie. Parce que le temps qu'on est en train d'attendre qu'on recrute à la fonction publique ou qu'on recrute à la santé ou plutôt qu'on recrute à l'armée, pendant que vous êtes en train d'attendre ça, c'est un temps perdu pour beaucoup de personnes. Vous savez que personnellement, dans les années 1988, j'ai été l'initiateur d'une coopérative avec l'UGCC. On avait déjà rassemblé 1500 jeunes dans Brazzaville pour les ramener en campagne. Mais il n'y a que 10 personnes qui avaient réussi d'être ramenées en campagne. Et jusqu'à aujourd'hui, cette coopérative-là existe encore à Madingou. Donc, nous avons de l'expérience que nous puissions léguer aux gens. En attendant que le pays ne se règle, il est important d'embrasser le principe de l'exode urbain, repartir en campagne, parce que ce n'est pas pour aller vous terrer là-bas. Vous pourrez de temps en temps revenir en ville, mais au moins avec de l'argent que vous avez travaillé par vos propres moyens. Sinon, vous allez être broyé par cette machine politico-tyrannique qui est en train d'écraser tout le monde et les valeurs n'existent plus. Aujourd'hui, je vous ai très bien dit que les religieux sont de mèche avec les politiques. Il n'y a que 2 ennemis dans notre pays de la population congolaise, l'homme politique et l'homme religieux. Pourquoi l'homme politique et l'homme religieux? Parce qu'ils bafouent les 2 constitutions, la constitution religieuse et la constitution politique. Donc, il faudrait premièrement devenir une voie politique. Une voie politique, c'est quand vous avez votre travail et votre gagne-pain. Donc, c'est un message que vous pourrez appeler de contradictoire, mais en tout cas, pour le moment, c'est celui-là qu'il faut vous lancer pour que vous compreniez que ce n'est plus la fonction publique qui compte. Parce que nous retenons ça de l'administration. Dans les années passées, on pensait tous qu'on aura une place dans un bureau. Et on a négligé les métiers, les petites et moyennes entreprises, les entreprises, on a négligé tout ça. La profession, on a négligé parce qu'on disait oui, c'est en RDC où les gens sont manuels. Nous, les Français, nous ont habitués à parler. Vous avez vu que politiquement, on est dans le verbiage. Tous ceux qui font de la politique n'ont même pas un impact pour changer la situation politique de notre nation. Donc, ça ne doit pas être la voie à suivre. La voie politique n'est plus la voie à suivre, c'est la voie du débrouillardisme qu'il faut suivre. C'est très important de lancer un tel message. Oui, pasteur Gaston Mawungu, une petite note aussi quand même à signaler. Voyez-vous, dans ce pays-là, au Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville est le pays le plus surendetté au niveau de la CEMAC. Et curieusement, alors donc le pays le plus surendetté au niveau de la CEMAC. Les conséquences sont visibles. Hein. Les conséquences sont là. Les fonctionnaires ont des retards de salaire. Il y a certains fonctionnaires qui n'ont pas perçu leur salaire depuis bientôt 50 mois. Plus de 50 mois. Les retraités n'ont pas perçu leur pension depuis plus de 2 ans. Oui. C'est inconcevable. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais là, ils sont allés quand même trop loin. Alors, chose curieuse, c'est que lorsqu'il y a des échéances comme l'élection présidentielle, avant, pendant et après, vous voyez les dirigeants distribuer de l'argent. À commencer par lui-même le tyran, lui-même le président de la République. Hein, il distribue de l'argent par-ci par-là. Et là, par exemple, le 16, il y aura donc l'investiture du nouveau président. Du nouveau président. De la République. Oui. Et conscient que
conscient que le régime n'est pas porté par la population, par les populations, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter les consciences. Ils distribuent de l'argent dans les quartiers pour les préparer à se rendre au stade de Kintélé pour justement participer pour assister à l'investiture. Parce qu'ils savent que sans les 2000 francs, les 1500 qu'on distribue aux jeunes, ben, ils vont pas, il n'y aura personne au stade. Mais comme je disais tout à l'heure, le ventre affamé n'a point d'oreille. Ces jeunes sont bien conscients que bon, c'est pas avec 2000 francs, 1500 qu'on peut gérer sa famille. Voilà, c'est pas avec ça qu'on peut résoudre les problèmes de la vie, les problèmes courants de la vie. Mais tenaillé par la situation générale. La situation générale, par la galère, la souffrance. Voilà, c'est comme des gens qui sont pris par la gorge par un lion. Et donc, du coup, ben, ils se débattent. Quand il y a un billet de 1500 qui flotte par-ci, il attrape. Alors, ce type de comportement-là, hein, là, ils ont l'argent à distribuer. Multiplié par le nombre de personnes à qui ils vont, le nombre de jeunes à qui ils vont donner cet argent-là. Mais pourquoi? Puisque, il semble-t-il, il y a de l'argent. Pourquoi ne payent-ils pas les salaires? Pourquoi sont-ils aussi abominables, méchants, mais à ce point-là? Pourquoi se moquent-ils de la jeunesse de cette manière? Parce que ça, c'est se moquer non seulement de la jeunesse, mais du peuple congolais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ça, c'est le travail de l'occultisme en réalité. Donc l'occultisme est à cheval entre la religion et la politique. Il faut affaiblir la population de la pire des manières pour régner sur elle en la tétanisant. Donc cette réalité, personnellement, moi j'ai toujours dit, vous savez, nous qui sommes ici en Europe par exemple, nous les combattants, nous les militants, nous les individualistes, on peut s'en prendre à notre population ou à notre jeunesse, mais je pense que c'est une très mauvaise lecture de faire cela. Parce que les pauvres sont véritablement empoignés là. Vous savez, quand il y a naufrage, le principe c'est sauve qui peut. Et donc c'est ce qu'ils vivent là. Donc c'est à nous de pouvoir plutôt taper contre les religieux, taper contre les hommes politiques et leur donner la capacité, n'est-ce pas, à cette jeunesse de pouvoir apprendre à se prendre en main pour qu'elle nous relaye, elle aussi, dans ce combat que nous sommes en train de mener. Les responsables de tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est véritablement nos dirigeants qui peuvent corrompre. Mais la corruption, c'est à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Pas seulement pour que les gens aillent au stade, parce que vous savez, ils font cela car pour eux, les réseaux sociaux sont devenus le moyen de communication le plus efficace. Ils vont mettre les réseaux sociaux en branle et on va penser que la population est tout à fait d'accord. Or, 60 000 personnes ne représentent pas 6 millions de personnes. Mais l'autre problème qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un concert de dupes. L'international sait qu'il n'y a pas eu les gens qui sont allés dans les urnes. Mais le problème qu'on est en train de défendre, c'est que nous ne tapons pas au fond de la problématique. La politique de la chaise vide n'existe pas. Donc, quand les puissances étrangères ne disent pas non, en quelque sorte, eh ben, que voulez-vous? Ils ont dit non. Ils n'ont pas envoyé d'observateurs. N'est-ce pas? Non, ils n'ont pas envoyé d'observateurs. Mais vous pensez quoi? Ils sont tentés d'attendre que nous nous levions nous-mêmes. La population, la jeunesse, que nous nous préparons à nous lever jusqu'au point où on pourra être capable d'avoir une confrontation face à face. Et c'est en ce moment-là que les équilibres pourront être équilibrés à partir de l'intervention étrangère parce que nous nous sommes levés. On a parlé de Martin Luther ici. D'abord, Martin Luther a combattu le catholicisme et après lui est né le protestantisme. Pourquoi? Mais parce que l'Europe donnait la dîme à l'Italie. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nos églises souffrent. Nous n'avons pas d'argent, mais ceux qui dirigent les églises sont enrichis par ceux qui n'ont pas d'argent parce qu'on leur promet quoi? On leur promet le ciel, on leur promet le paradis. C'est la même chose dans la politique. Le président Sassou se lève un jour, là il dit que nous sommes un pays béni par Dieu, nous sommes un pays riche.
Mais il a eu 42 ans au pouvoir, donc il le sait depuis 42 ans. C'est seulement maintenant qu'il faut le dire. C'est seulement maintenant, parce qu'il est maintenant à la fin de son cursus vital, il commence à parler de Dieu. C'est comme ce que nous disons, je vais pécher, je vais pécher, je vais pécher, et quand je deviendrai vieux, prêt à mourir, je vais arrêter de pécher, et je vais me tourner vers Dieu pour prendre mon baptême. Et qu'il commence aujourd'hui à nous mettre au pilori tous les voleurs dont il est en train de dire d'avoir honte. Il faut qu'il nous traduise. Il y a combien de voleurs dans notre pays? Parce que lui, il a dit que celui qui vole ait honte. Il y a combien de voleurs? Les voleurs, ce n'est pas ceux qui volent les câbles électriques. Les voleurs, c'est ceux qui volent les milliards. Nous voulons bien une liste. Il va bientôt avoir ces 100 jours. Nous voulons exiger dans ces 100 jours-là qu'il y ait au moins une liste de 30 000 personnes qui volent dans notre pays et qu'on les traduise à la justice. Donc voilà ce que un peu je peux dire. Et donc à la jeunesse, il faudrait que nous demeurions forts, que nous combattions nous tous pour nous faire entendre dans la légalité de la constitution que nous avons actuellement, parce que nous ne pouvons rien faire. La politique de la chaise vide n'existe pas. Mais en tout cas, nous devrons aujourd'hui apprendre à bousculer les choses, parce que l'abstention dont notre population a fait montre doit être le soubassement de la révolution des mentalités que nous devrons avoir à mettre en place, à continuer à mettre en place jusqu'à ce que nous puissions avoir une capacité de confronter le régime et derrière installer l'État et l'administration de notre pays. Exact. C'est ce qu'il faut faire. Donc, à la jeunesse, vous êtes encouragés à ne pas céder. Il faut rester debout. Il faut rester debout parce que vous avez en face de vous un pouvoir, des dirigeants qui vous manipulent. Le pasteur Gaston Mahungu vient de dire ici que Sassou Nguesso, depuis peu, commence à parler de Dieu. Commence à parler de Dieu. D'ailleurs, à cette occasion-là, j'aimerais quand même dire une chose, c'est que lors des vœux au corps constitué à Brazzaville, vous avez écouté M. Denis Sassou Nguesso instrumentaliser toujours Dieu et dire des bêtises. Il aurait dit ceci. Comme avait dit le fondateur du christianisme, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Diable. C'est lui qui donne la paix. Quel mensonge. Oui. Mais Jésus-Christ. Sa paix, ce sont les tuiles. Jésus-Christ n'est pas le fondateur du christianisme. Non. Jésus-Christ n'a jamais fondé le christianisme. Et donc là, quand il l'a dit, il fallait voir toute la peuplade qui était en face, donc des universitaires, des intellectuels, ils sont en train de dire avocats, oui. Ils sont en train Maintenant, ils croient en Dieu. Voilà. Ils applaudissaient. Hein. Il a été baptisé en Pilat. On leur dit un mensonge, ils applaudissent. Le fondateur du christianisme, Jésus n'a jamais créé et fondé le christianisme. Il a dit, bien sûr, je vous donne... mais il n'a jamais fondé le christianisme. Donc, Jésus-Christ n'a jamais fondé le christianisme, contrairement à ce que dit M. Denis Sassou Nguesso. Ça, il faut le lui dire. C'est faux, ce que vous dites, M. Denis Sassou Nguesso. Et surtout, ne dites pas ce genre de choses à la jeunesse. Alors, pour conclure cette émission, je vais d'abord dire une chose. Eh bien... mon invité, je l'ai donc titillé sur les questions portant sur la Bible et, enfin disons, la Bible en miroir avec la Constitution, pour ne parler que la Constitution de notre pays, le Congo. Et ce n'est pas par hasard, parce que nous avons de la ressource. Pas seulement au niveau de la diaspora, même à l'intérieur du pays, il y a de la ressource. Sauf que nous passons à côté des ressources que nous avons. C'est vrai, les uns, beaucoup d'entre nous courent après l'argent. Et c'est ça qu'ils appellent les ressources. Mais il y a la ressource intellectuelle, la ressource spirituelle. Parce que quand vous lisez ici, je vous présente ici les bouquins, quelques titres produits par le pasteur Gaston Mahungu. Ici, vous avez un titre. Des églises, le titre c'est « Des églises tuées par l'apostasie ». Ça c'est un titre, s'il vous plaît, vous voulez vous documenter sur la religion, les constitutions, la Bible, l'État. Venez vous abreuver ici, il suffit de taper sur Google, vous tapez Gaston Mahungu et vous aurez sa bibliographie. Et celui-ci s'appelle
il porte le titre de Criminalité de la dîme des églises. Criminalité de la dîme des églises. C'est un pasteur qui écrit cela, il sait de quoi il parle. Donc, pour en savoir plus, eh bien, allez-y chercher ce document. Ici, vous avez un autre titre. Pourquoi l'Africain croupit-il misérable sur ses richesses? Voilà. C'est toujours une production du pasteur Gaston Mawungu. Et ici, un titre qui nous a aidé aussi pour le travail pour monter cette émission.